J'étais enceinte de 8 mois lorsque ma belle-sœur s'est moquée de moi à sa fête d'anniversaire de mariage, simplement parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Quand je me suis assise, épuisée après être restée debout pendant des heures, elle et ma belle-mère se sont mises à rire et à crier « Arrête de faire semblant. Lève-toi ou pars tout de suite. » Mon beau-père a ajouté « Certaines femmes se servent de la grossesse comme d'une excuse. » J'ai supplié « Je suis juste fatiguée. S'il vous plaît, laissez-moi me reposer. » Quand j'ai refusé de me lever, ma belle-sœur est devenue furieuse et m'a frappé violemment à la tête avec un lourd présentoir à gâteau en marbre. Je suis tombée lourdement sur le sol. Sous l'impact, j'ai perdu les os et je me suis évanouie, en sang. Personne n'a appelé les secours tout de suite. Ils sont restés là, à me regarder. Des heures plus tard, à l'hôpital, je me suis réveillée, confuse et douloureuse. Le médecin est entré avec un visage grave, et ses mots m'ont laissé profondément ébranlée à cause de mon bébé. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes avant-coureurs. La famille de mon mari, de Rurik, ne m'avait jamais vraiment acceptée dans leur cercle, mais je m'étais convaincue que les choses changeraient une fois le bébé arrivé. Comme je me trompais lourdement. De Rurik et moi étions mariés depuis 3 ans lorsque nous avons découvert que j'étais enceinte. La nouvelle m'a remplie d'une joie que je n'avais jamais connue auparavant. Mon mari semblait tout aussi ravi, me faisant tournoyer dans la cuisine de notre petit appartement malgré mes protestations contre les nausées matinales. Nous avons appelé ses parents le soir même pour partager notre excitation. Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré, inconfortable. Finalement, la mère de Rurik, Pamela, a parlé de ce ton sec qu'elle réservait aux discussions sur l'argent ou la déception. Eh bien, c'est une nouvelle pour le moins inattendue. Son père, Walter, n'a rien ajouté. Juste un grognement qui aurait pu signifier n'importe quoi. La sœur de Rurik, Véronica, qui vivait chez leurs parents pendant son 2e divorce, a apparemment attrapé le téléphone, car sa voix perçante a retenti. Félicitations, je suppose. Ça doit être bien pour certaines personnes. L'amertume dans ses paroles m'a noué l'estomac, mais Rurik m'a serré la main pour me rassurer. Il ne savait pas encore ce que j'avais accidentellement entendu au dîner de Noël 6 mois plus tôt. Véronica avait été diagnostiquée avec une endométriose sévère des années auparavant, et plusieurs médecins lui avaient dit que des enfants biologiques étaient peu probables. Elle avait essayé avec son ex-mari pendant des années avant que leur mariage ne s'effondre sous le poids de cette déception. J'avais de la sympathie pour sa situation. Vraiment. Mais sa douleur ne lui donnait pas le droit d'empoisonner ce qui aurait dû être notre moment de bonheur. La grossesse s'est déroulée normalement pendant le 1er trimestre. Les nausées matinales ont laissé place à cette lueur particulière du 2e trimestre dont tout le monde parle. Rurik travaillait de longues heures dans son cabinet comptable en vue d'une promotion qui nous aiderait à faire face aux dépenses liées au bébé. Pendant ce temps, j'ai continué mon travail d'infirmière en pédiatrie jusqu'à ce que mon médecin me recommande de passer à des tâches administratives à 7 mois. L'invitation à la fête d'anniversaire de Véronica est arrivée début septembre. Elle célébrait 1 an avec son nouveau mari, Craig, un promoteur immobilier qu'elle avait rencontré à un gala de charité. Le carton crème épais annonçait une élégante soirée dans le domaine de sa belle famille à la campagne. Tenue de soirée exigée. RSVP. Est-ce qu'on est obligé d'y aller, ai-je demandé à Rurik un soir en pliant le linge. Mon dos avait commencé à me faire mal constamment, et l'idée de me glisser dans une tenue de maternité de soirée ne m'attirait absolument pas. C'est ma sœur, a-t-il répondu sans lever les yeux de son ordinateur portable. Ce serait impoli de ne pas y aller. Elle a été horrible avec moi pendant toute cette grossesse. Rurik a finalement croisé mon regard. Son expression était partagée entre la loyauté envers sa famille et la reconnaissance de la vérité. Elle a ses propres problèmes. Essaie d'être compréhensive. Compréhensive. Je n'avais été que compréhensive pendant que Véronica faisait des remarques désobligeantes sur ma taille qui s'élargissait et ma démarche dandinante à chaque réunion de famille. Pendant que Pamela suggérait que je me laissais aller bien que je porte son petit enfant, pendant que Walter plaisantait sur les hommes dont les femmes gonflent comme des ballons. Pourtant, j'ai accepté d'y aller parce que j'aimais mon mari et que je voulais la paix dans notre famille.
J'ai acheté une robe de maternité bleu marine qui me faisait me sentir jolie, des chaussures plates confortables qui ne tueraient pas mes pieds enflés, et je me suis préparée mentalement à une soirée de sourires forcés. La fête a eu lieu un samedi à la mi-octobre. J'étais enceinte de 32 semaines, sentant tout le poids de notre fille appuyé simultanément sur ma vessie et mes côtes. Le trajet jusqu'au domaine de la famille de Craig a duré 90 minutes sur des routes de campagne sinueuses qui m'ont rendue légèrement nauséeuse malgré les bracelets anti-mal des transports à mes poignets. La propriété était magnifique, je devais l'admettre. Un immense manoir en pierre sur un terrain impeccablement entretenu avec des jardins qui nécessitaient probablement un personnel à temps plein. Des guirlandes lumineuses créaient un dais au-dessus de la terrasse extérieure où le cocktail avait déjà commencé à notre arrivée. Véronica était magnifique dans une robe émeraude ajustée qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Ses cheveux étaient coiffés en ondulations élaborées, son maquillage impeccable. Elle m'a effleuré les joues en me touchant à peine, ses yeux parcourant mon corps avec un dédain à peine dissimulé. « Tu as réussi à venir. Je n'étais pas sûre que tu rentrerais dans la voiture. » Elle a ri, mais ses yeux sont restés froids. Craig a serré la main de Dererick et m'a salué poliment de la tête avant que Véronica ne les entraîne tous les deux pour se mêler aux autres invités. J'ai reconnu quelques parents et quelques amis d'enfance de Dererick, mais la plupart des participants étaient des inconnus, de riches inconnus, à en juger par leurs vêtements de marque et leurs discussions désinvoltes sur les résidences secondaires. Le cocktail s'est éternisé. J'avais supposé que nous passerions à l'intérieur pour dîner assez rapidement, mais apparemment, les fêtes à la mode signifiaient rester debout à bavarder pendant des heures. Mes pieds ont commencé à protester après les 30 premières minutes. Au bout de 45 minutes, le bas de mon dos s'est joint à la plainte. Le bébé était particulièrement actif ce soir-là, faisant ce qui ressemblait à des routines de gymnastique contre mes organes internes. J'ai repéré des chaises près du bord du jardin et j'ai commencé à m'y diriger, mais Pamela m'a intercepté avec un verre d'eau pétillante que je n'avais pas demandé. Les places assises sont pour les personnes âgées, m'a-t-elle informé d'un ton sec. Vous pouvez sûrement vous débrouiller pour rester debout un petit moment. Les femmes de ma génération ne faisaient pas tant d'histoires à propos de la grossesse. Ma formation d'infirmière me hurlait de m'asseoir quand même, que les avertissements de mon corps comptaient plus que ses opinions. Mais le besoin profondément ancré d'éviter les conflits familiaux a pris le dessus sur mes connaissances médicales. La chaleur m'est montée au cou alors que j'acceptais l'eau et que je retournais vers le rassemblement principal. Dererick était en pleine conversation avec son cousin à propos de quelque chose lié au travail. J'ai essayé de croiser son regard, mais il était trop absorbé pour remarquer mon inconfort. 50 minutes plus tard, ma vision a commencé à se brouiller sur les bords. La combinaison de la position debout, de la soirée anormalement chaude et du poids du bébé pressant sur ma circulation devenait dangereuse. Je connaissais les signes de la prééclampsie et du surmenage grâce à ma formation d'infirmière. Mon corps envoyait des signaux de détresse urgents. Un banc rembourré était adossé au mur extérieur du manoir, partiellement caché par un treillis décoratif. Je m'y suis dirigée aussi discrètement que possible et je me suis laissé tomber avec un soupir de soulagement qui a probablement semblé obscène. La pression sur ma colonne vertébrale s'est immédiatement relâchée. J'ai fermé les yeux un instant, respirant profondément. Tiens, regardez qui a décidé que les règles ne s'appliquaient pas à elle. Mes yeux se sont ouverts brusquement pour découvrir Véronica debout au-dessus de moi, Pamela à ses côtés, arborant une expression de suprême désapprobation. Plusieurs autres invités s'étaient retournés pour regarder, créant un public pour ce qui allait se passer. J'avais juste besoin de me reposer une minute, ai-je expliqué, en gardant ma voix calme. Le bébé a été très actif. Et mon dos, ton dos, tes pieds, ta vessie, toujours quelque chose, m'a interrompu Véronica, sa voix s'élevant. Sais-tu combien de femmes tueraient pour avoir ce que tu as? Et te voilà à le traiter comme une sorte de handicap. Véronica, s'il te plaît. Je n'essaie pas de faire une scène. Arrête de faire semblant. Lève-toi ou pars tout de suite. La voix de Pamela a percé le murmure des autres conversations. Plusieurs invités se sont tus, observant notre confrontation avec cette horreur fascinée que les gens réservent au drame public. Walter s'est matérialisé à côté de sa femme, le visage rouge de ce que je soupçonnais être son 4e scotch.
Certaines femmes se servent de la grossesse comme d'une excuse. Ma mère a travaillé dans les champs jusqu'au jour où elle a accouché. Cette génération n'a aucune colonne vertébrale. Les larmes me sont montées aux yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. Je suis juste fatiguée. S'il vous plaît, laissez-moi me reposer. Je n'essaie pas d'être difficile. Je ne peux tout simplement pas rester debout plus longtemps sans risquer ma santé et celle du bébé. Le bébé, le bébé. C'est toujours à propos du bébé. La voix de Véronica avait pris une tournure hystérique. Tu te crois si spécial parce que tu t'es fait engrosser? Tu crois que ça te rend meilleur que moi? La douleur dans ses paroles était palpable, et malgré tout, j'ai ressenti une pointe de sympathie. Mais cette sympathie s'est évaporée quand je l'ai vu saisir le présentoir à gâteaux décoratifs en marbre sur la table de service voisine. L'objet était conséquent, pesant probablement 4 ou 5 kilos avec une base à piédestal ornée. Véronica, pose ça, ai-je dit en essayant de me lever, mais mon corps bougeait trop lentement, trop maladroitement. Tout ce qui a suivi s'est déroulé à la fois dans un ralenti horrifiant et à une vitesse fulgurante. Véronica a balancé le présentoir à gâteaux dans un arc qui semblait presque gracieux jusqu'à ce que la base en marbre heurte ma tempe. L'impact a retenti comme un coup de tonnerre à l'intérieur de mon crâne. La douleur a explosé dans ma tête alors que je me sentais tomber sur le côté du banc. J'ai heurté durement le patio en pierre, mon ventre de femme enceinte absorbant une partie de l'impact malgré ma tentative instinctive de me détourner. Quelque chose de chaud s'est répandu sous moi. Du sang, ai-je réalisé à travers le brouillard de la douleur. Trop de sang. La perte des os mêlée à l'hémorragie due au traumatisme placentaire. Le monde a basculé et s'est brouillé. Des voix m'entouraient, mais elles semblaient lointaines, résonnant comme du fond d'un puits. J'ai essayé de parler, d'appeler de Rurik, mais ma langue ne coopérait pas. La dernière chose que j'ai vue avant que l'obscurité ne m'emporte a été le visage horrifié de Véronica planant au-dessus de moi, le présentoir en marbre toujours à la main, sa bouche ouverte dans un cri silencieux. Quand la conscience est revenue, c'était par fragments. Des lumières vives, une odeur d'antiseptique, des machines qui bipaient, une douleur irradiant de ma tête et de mon abdomen. Quelque chose n'allait pas avec mon corps, avec la répartition du poids. La pression familière du bébé avait disparu. La panique m'a envahi et j'ai essayé de m'asseoir, mais des mains m'ont doucement repoussé. Une infirmière que je ne reconnaissais pas m'a parlé d'un ton apaisant, me disant de rester calme, que le médecin allait bientôt arriver. Le visage de Rurik est apparu, brouillé, strié de larmes et hagard. Il semblait avoir vieilli de 10 ans. Le bébé, ai-je réussi à croasser, la gorge sèche. Il ne pouvait pas croiser mon regard. Le médecin arrive. Ces 3 mots contenaient des univers entiers d'effroi. J'ai attrapé sa main avec une force que je ne savais pas posséder. Rurik, où est notre bébé? Où est notre fille? La porte s'est ouverte avant qu'il ne puisse répondre. Une femme en blouse blanche est entrée, son expression professionnellement neutre, de cette manière qu'ont les médecins lorsqu'ils s'apprêtent à annoncer des nouvelles dévastatrices. Elle s'est présentée comme le docteur Patricia Wells, la spécialiste en néonatologie, et a tiré une chaise à côté de mon lit. Madame Morrison, vous avez été inconsciente pendant environ 6 heures. Vous avez subi un traumatisme crânien important et vous êtes entrée en travail prématuré à cause du choc. Nous avons dû pratiquer une césarienne d'urgence. Mes mains se sont instinctivement portées à mon ventre, le trouvant vide, dégonflé, étranger. Mon bébé, j'ai besoin de savoir pour mon bébé. L'expression soigneusement neutre du docteur Wells s'est légèrement fissurée, révélant une tristesse sincère en dessous. Votre fille est née vivante, mais elle est extrêmement prématurée à 32 semaines. Elle pesait 1,4 kg. Elle est actuellement en unité de soins intensifs néonatales sous assistance respiratoire. Le soulagement qui m'a envahi m'a donné le vertige. Mais elle est vivante. Elle a survécu. Oui, mais je dois être honnête avec vous sur son état. Le traumatisme de la chute a provoqué un décollement placentaire, ce qui signifie que le placenta s'est séparé prématurément de votre paroi utérine. Votre fille a été privée d'oxygène pendant une période indéterminée avant la chirurgie d'urgence.
Nous ne connaîtrons pas l'étendue complète des dommages neurologiques avant qu'elle ne soit plus âgée. Mais il y a des signes préoccupants. Le mot « dommage » m'a frappé comme un autre coup à la tête. Quel genre de signes ? Le docteur Wells a expliqué en termes cliniques les hémorragies cérébrales, les poumons sous-développés, la cascade de complications que la naissance prématurée engendre. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est sa mention hésitante d'une possible paralysie cérébrale, de retard de développement, de problèmes de vision. Notre fille avait survécu, mais la vie que j'avais imaginée pour elle pourrait être irrévocablement altérée parce que Véronica n'avait pas pu contrôler sa jalousie pendant 5 minutes. Je veux la voir, ai-je dit, en essayant à nouveau de m'asseoir malgré la douleur fulgurante dans mon abdomen. Bientôt. Vous devez récupérer suffisamment pour vous déplacer en toute sécurité. Vous avez également une fracture du crâne que nous surveillons pour tout gonflement. La main de Dororik s'est resserrée autour de la mienne. Je l'ai regardé attentivement, voyant alors la culpabilité et la colère se livrer bataille sur son visage. Que s'est-il passé après que je sois tombée ? Est-ce que quelqu'un a appelé les secours tout de suite ? Sa mâchoire s'est crispée. Non. Ils sont tous restés là. Ma sœur a laissé tomber le présentoir à gâteau et s'est figée. Ma mère a commencé à pleurer à propos de la scène que tu provoquais. Mon père a essayé de minimiser l'incident en le qualifiant d'accident. C'est Craig qui a finalement appelé le 911 après ce que les témoins décrivent comme au moins 3 ou 4 minutes où tout le monde paniquait inutilement. 3 ou 4 minutes. Une éternité quand quelqu'un saigne et entre en travail prématuré sur votre patio. 3 ou 4 minutes qui auraient pu faire la différence entre un bébé prématuré en bonne santé et un bébé avec des handicaps permanents. Ta sœur m'a agressé, ai-je dit d'un ton neutre. Devant 50 témoins. Elle doit être arrêtée. Le visage de Dororik s'est effondré. Je sais. La police est venue à l'hôpital. Ils ont pris des dépositions. Véronica a été inculpée d'agression grave et de mise en danger d'autrui. Mes parents lui ont engagé un avocat. Bien sûr. Bien sûr qu'il l'avait fait. Parce que dans la famille Morrison, les sentiments et la réputation de Véronica comptaient plus que la petite fille qui luttait pour sa survie en soins intensifs. Plus que la belle-fille qu'ils n'avaient jamais vraiment acceptée, qui gisait en sang sur leur patio. J'ai passé 3 jours à l'hôpital avant d'être assez stable pour être déplacée dans un fauteuil roulant et emmenée voir ma fille. Rien ne m'avait préparé à la vue de son petit corps couvert de fils et de tubes, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec une assistance mécanique, sa peau si translucide qu'on pouvait voir les veines en dessous. Elle semblait incroyablement fragile, comme un oisillon tombé du nid trop tôt. Les infirmières l'avaient nommée « bébé-fille Morrison » dans le système, car nous n'avions pas encore officiellement enregistré son nom. Dororik et moi avions prévu d'attendre sa naissance pour finaliser notre choix parmi quelques favoris. Assise à côté de sa couveuse, la regardant se battre pour chaque respiration, j'ai décidé sur le champ. Grace, ai-je murmuré. Son nom est Grace Morrison. Parce qu'elle se bat avec plus de grâce et de force que n'importe quel adulte que je connais. Dororik a pleuré alors. Vraiment pleuré, ses épaules secouées par des sanglots qu'il avait apparemment retenus pendant des jours. Je suis tellement désolée. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû voir à quel point les choses avaient empiré avec ma famille. C'est de ma faute. Non, ai-je dit fermement, bien que mes propres larmes coulaient librement. C'est la faute de ta sœur et de tes parents pour avoir encouragé son comportement et créé un environnement où elle pensait que l'agression était acceptable. Grace a passé 9 semaines en soins intensifs néonatales. 9 semaines de ventilateur, de sondes d'alimentation et de surveillance constante. 9 semaines de pronostics incertains et d'alarmes à vous glacer le sang. 9 semaines pendant lesquelles j'ai pratiquement vécu à l'hôpital, ne partant que lorsque les infirmières me forçaient physiquement à rentrer chez moi pour prendre une douche. La famille de Dororik n'est pas venue une seule fois, ni pour voir leur petite fille lutter pour sa vie, ni pour s'excuser, ni même pour prendre de mes nouvelles. Pamela a envoyé un unique SMS. Nous espérons que tu te remets bien. Cela a été très difficile pour Véronica. C'est tout. Aucune reconnaissance de ce que sa fille avait fait. Aucune inquiétude pour Grace.
Mes propres parents ont pris l'avion depuis l'Arizona dès qu'ils ont appris ce qui s'était passé. Ma mère est restée 3 semaines, m'apportant de la nourriture et des vêtements propres, s'asseyant avec moi pendant les heures les plus sombres où les niveaux d'oxygène de Grace chutaient ou son petit corps luttait contre une autre infection. Mon père, habituellement un homme de peu de mots, a clairement exprimé son opinion. Poursuis-les en justice, a-t-il dit sans détour lors d'une visite. Poursuis Véronica. Poursuis les parents pour négligence. Poursuis toutes les personnes impliquées. Fais-les payer pour ce qu'ils vous ont fait, à toi et à Grace. J'avais pensé la même chose. Les factures médicales étaient déjà astronomiques, et ce, même avec notre assurance qui couvrait la majeure partie. Grace aurait besoin de thérapie continue, de rendez-vous chez des spécialistes, de services d'intervention précoce. Et les dommages émotionnels, le traumatisme d'avoir failli la perdre, de la voir souffrir de complications qui auraient pu être évitées, cela ne pouvait pas se mesurer en dollars, mais méritait néanmoins d'être reconnu. J'ai contacté un avocat le lendemain du jour où Grace a été retirée du ventilateur. Il s'appelait Thomas Reed, et il était spécialisé dans les cas de préjudice corporel avec une spécialisation annexe en agression. Il a écouté mon histoire avec une expression de plus en plus sombre, prenant des notes détaillées. C'est l'un des cas les plus clairs que j'ai vus, a-t-il dit après que j'ai terminé. Plusieurs témoins, des blessures documentées, un bébé prématuré avec des besoins médicaux continus résultant directement de l'agression. L'affaire pénale se déroulera séparément, mais au civil, vous avez d'excellents motifs pour des dommages-intérêts compensatoires et punitifs. Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait, lui ai-je dit. Je veux des conséquences qui comptent vraiment pour des gens comme les Morrison. Thomas a souri sombrement. Alors, assurons-nous qu'il y prête attention. La poursuite nommait Véronica comme principale défenderesse pour l'agression, mais incluait également Pamela et Walter pour négligence et responsabilité des lieux. Thomas a fait valoir qu'ils avaient créé un environnement dangereux en servant de l'alcool, en n'intervenant pas lorsque le harcèlement a commencé, puis en ne portant pas assistance rapidement après l'agression. Craig et ses parents étaient également nommés en raison du lieu et de la réponse d'urgence tardive. La famille Morrison est devenue folle. Dererick a reçu des appels téléphoniques hurlant de sa mère sur la loyauté familiale et la destruction de la vie de Véronica. Son père a menacé de le déshériter, comme si leur argent nous importait. L'avocat de Véronica a envoyé des lettres de menaces de contre-poursuite pour détresse émotionnelle, ce que Thomas a balayé d'un rire comme une intimidation sans fondement. L'affaire pénale a progressé plus rapidement que l'affaire civile, car les procédures pénales sont prioritaires. Plusieurs invités avaient enregistré des vidéos de la confrontation, y compris l'agression elle-même. Les images étaient accablantes. On pouvait clairement me voir assise paisiblement sur le banc, voir le visage de Véronica tordu de rage alors qu'elle saisissait le présentoir à gâteau, voir le coup délibéré qui a heurté ma tête. Aucun jury n'achèterait un argument de légitime défense ou d'accident. L'avocat de Véronica a tenté de négocier un plaidoyer de culpabilité. La procureure, une femme vive nommée Angela Torres, m'a tenu informée tout au long du processus. La première proposition était insultante, agression simple, probation, cours de gestion de la colère. J'ai clairement exprimé ma position par l'intermédiaire d'Angela. Ma fille avait encore des crises d'épilepsie à cause de la lésion cérébrale. Véronica ne s'en tirerait pas avec une simple tape sur les doigts. Angela a soutenu notre position complètement. Les preuves vidéo sont accablantes, m'a-t-elle dit lors d'une réunion à son bureau. Nous pouvons absolument aller au procès si vous êtes prête pour ce processus, mais je veux que vous compreniez que ce sera difficile. La défense essaiera de vous dépeindre comme méritant l'attaque, comme l'ayant provoquée. Ils évoqueront ses problèmes d'infertilité pour la rendre sympathique. Qu'ils essaient, ai-je dit froidement. Un jury peut voir cette vidéo et décider si l'infertilité justifie une tentative de meurtre. L'expression « tentative de meurtre » est restée en suspens. Angela a hoché lentement la tête. C'est en fait quelque chose que nous envisageons. Votre fille a failli mourir. Vous avez failli mourir. La blessure à la tête aurait facilement pu être fatale. Nous pourrions poursuivre des accusations plus graves.
Finalement, ils ont inculpé Véronica d'agression au 2e degré, de mise en danger d'autrui et de mise en danger du fœtus en vertu de la loi de l'État. Cette dernière accusation était quelque peu inhabituelle, mais applicable puisque ces actions avaient directement provoqué un travail prématuré et nui à un enfant à naître. Au total, elle risquait jusqu'à 15 ans de prison. L'audience préliminaire était surréaliste. En voyant Véronica de l'autre côté de la salle d'audience, l'air petite et effrayée dans son tailleur gris conservateur, je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de satisfaction, juste un vide froid là où se trouvait mon ancienne sympathie. Elle avait fait son choix en ramassant ce présentoir en marbre. Maintenant, elle allait en assumer les conséquences. Son avocat a plaidé son état émotionnel, ses luttes contre l'infertilité, la nature accidentelle des blessures, malgré les preuves vidéo d'un coup délibéré. Le juge, un homme âgé et sévère nommé Harrison, n'a pas semblé impressionné. Il a ordonné sa détention sous une caution de $250 000, compte tenu de la gravité des accusations et des ressources substantielles de sa famille, que ses parents ont payées immédiatement. La poursuite civile s'est déroulée en parallèle. Thomas a demandé une procédure de communication accélérée des pièces, compte tenu des besoins médicaux continus de Grace. Nous avions besoin d'accéder aux finances de la famille Morrison pour déterminer des dommages-intérêts appropriés. Ce que nous avons découvert m'a fait comprendre pourquoi ils avaient engagé des avocats si chers. Les biens immobiliers commerciaux de Walter Morrison valaient environ 8 millions de dollars. Pamela avait un fonds en fiducie substantiel de sa propre famille. Les actifs combinés de Véronica et Craig dépassaient 2 millions de dollars, provenant principalement de son entreprise immobilière. Ce n'étaient pas seulement des gens aisés. Ils étaient véritablement riches, isolés par l'argent de la plupart des conséquences de la vie. Ils peuvent se permettre de réparer ça, a dit Thomas en me montrant les déclarations financières. La question est, le feront-ils, ou devrons-nous les traîner devant un tribunal ? Leur première offre de règlement est arrivée 3 mois après le dépôt de la plainte, $750 000. Thomas l'a qualifiée d'insultante, compte tenu des frais médicaux documentés de Grace et de ses besoins de soins futurs. Le séjour de Grace en soins intensifs avait coûté à lui seul près de $400 000, même avec l'assurance qui en couvrait la majeure partie. Les thérapies et les soins médicaux continus coûteraient des centaines de milliers de dollars de plus au cours de sa vie. Rejetez-la, ai-je dit. Nous allons au procès. Thomas a souri. C'est ce que j'espérais que vous diriez. Préparons-nous à prendre tout ce qu'ils ont. Grace est rentrée à la maison 3 jours avant Noël, pesant un peu plus de 2,2 kg et nécessitant toujours une assistance respiratoire la nuit. La maison ressemblait à un entrepôt de fournitures médicales avec des équipements et des moniteurs partout. J'avais quitté mon emploi d'infirmière pour m'occuper d'elle à plein temps, ce qui signifiait que nous vivions uniquement sur le salaire de Dererick. L'argent était serré comme il ne l'avait jamais été auparavant. Dererick était devenu une personne différente à travers cette épreuve. L'homme qui m'avait demandé de comprendre le comportement de sa famille s'était transformé en quelqu'un qui ne leur adressait plus la parole. Lorsque Pamela a envoyé des cadeaux de Noël pour Grace, il les a retournés sans les ouvrir avec un mot. Nous ne voulons rien de vous. Sa relation avec sa famille était effectivement terminée. Et bien que je ressentisse une certaine culpabilité à ce sujet, je sentais aussi que c'était attendu depuis longtemps. Ils avaient montré leur vrai visage. Dererick voyait enfin clair. Le procès pénal était prévu pour février, environ 3 mois après le retour de Grace à la maison. Le procès civil suivrait en avril. Les procédures pénales devaient se conclure en premier, ce qui était la pratique standard. Thomas m'a préparé pour les deux, expliquant que la condamnation pénale renforcerait considérablement notre dossier civil. Ils essaieront de faire tourner ça autour de la douleur de Véronica liée à son infertilité, a-t-il expliqué lors d'une séance de préparation. Ils vous dépeindront comme insensible, comme affichant votre grossesse. Nous devons être prêts à contrer ce récit avec des faits. Vous étiez assise tranquillement. Vous étiez enceinte et souffrante. Aucune détresse émotionnelle ne justifie une agression physique. Le procès pénal a commencé un lundi matin froid de février. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais, avec des boiseries qui absorbaient le son et donnaient à toute une atmosphère feutrée et sérieuse.
Le jury ressemblait à des gens ordinaires, des hommes et des femmes plus âgés, quelques jeunes, un groupe diversifié dont j'espérais qu'il pourrait voir au-delà des tentatives de manipulation de la sympathie de la famille Morrison. Les plaidoiries d'ouverture ont brossé deux tableaux différents du même événement. L'avocat de la défense des Morrison, un homme à l'allure lisse et professionnelle nommé Robert Chambers, a dépeint Veronica comme une victime elle-même, une femme luttant contre l'infertilité, usée par la pression familiale, qui a commis une erreur tragique dans un moment d'émotion écrasante. J'ai été présentée comme inconsciente de sa douleur, insensible, voire délibérément provocatrice. La plaidoirie d'Angela a été dévastatrice dans sa simplicité. Elle a montré au jury des photos de Grace en soins intensifs, couvertes de tubes et de fils. Elle a montré des photos de ma blessure à la tête, des ecchymoses, de la cicatrice chirurgicale de ma césarienne. Elle a montré la vidéo de l'agression, que je n'avais pas encore regardée moi-même. La voir sur l'écran de la salle d'audience a brisé quelque chose en moi. La violence désinvolte, la façon dont le visage de Veronica s'est tordu de rage, le son écœurant du marbre frappant le crâne, mon corps s'effondrant comme une marionnette dont on a coupé les fils. Plusieurs jurés ont visiblement eu un mouvement de recul. 2 femmes dans le jury pleuraient. Je pleurais aussi. Le bras de Dererick autour de mon épaule était la seule chose qui me maintenait ancrée. La défense essaiera d'expliquer cela, a dit Angela au jury. Ils parleront d'émotions, de lutte et de circonstances spéciales. Mais regardez à nouveau cette vidéo. Regardez une femme frapper délibérément une femme enceinte à la tête avec une arme. Regardez-la rester là pendant de précieuses minutes pendant que la victime saigne et entre en travail prématuré. Puis demandez-vous, quelle excuse pourrait bien justifier cela? Le procès pénal a duré 2 semaines. J'ai témoigné pendant 6 heures sur 2 jours, décrivant chaque instant de cette soirée. Le harcèlement croissant, l'agression elle-même, le combat de Grace pour sa survie en soins intensifs. L'avocat de la défense a fait de son mieux pour me déstabiliser, pour me faire admettre que j'avais été insensible aux luttes de Veronica, que j'avais été délibérément provocatrice en m'asseyant. Donc, vous étiez au courant des problèmes d'infertilité de Madame Craig, a demandé Chambers de ce ton suggestif que les avocats utilisent. J'étais au courant. Oui. C'est pourquoi je n'ai été que gentille avec elle malgré ses piques constantes sur mon apparence et ma grossesse pendant ces 9 mois. Mais vous avez choisi de vous reposer à sa fête, pendant sa célébration. J'ai choisi de m'asseoir avant de m'effondrer parce que mon corps était physiquement en train de lâcher d'épuisement à 8 mois de grossesse. Si donner la priorité à la santé de mon bébé par rapport à l'étiquette d'une fête me rend coupable de quelque chose, j'accepterai ce jugement. Plusieurs jurés ont hoché la tête. Une femme plus âgée a regardé Chambers avec un dégoût manifeste. J'ai su à ce moment-là que nous les avions. Le témoignage médical a été plus difficile à supporter. Le néonatologiste de Grace a expliqué en détail les blessures qu'elle avait subies, la privation d'oxygène, les crises d'épilepsie, les retards de développement qui étaient déjà apparents même à son jeune âge. Il ne pouvait pas dire avec certitude à quoi ressemblerait sa vie, mais les possibilités qu'il a esquissées allaient de légers troubles d'apprentissage à une grave paralysie cérébrale. Selon votre opinion professionnelle, ces blessures ont-elles été causées par la naissance prématurée, a demandé Thomas directement et sans équivoque. Le décollement placentaire dû à la chute a provoqué une privation d'oxygène. La naissance prématurée à 32 semaines a entraîné des systèmes sous-développés. Ce bébé serait probablement né en bonne santé à terme si ce n'était de l'agression traumatisante sur sa mère. La défense a tenté de faire valoir que certains bébés ont des problèmes quoi qu'il arrive, que nous ne pouvions pas prouver le lien de causalité, que ma chute aurait pu être moins violente qu'affirmée, mais ils se battaient contre la physique, les preuves médicales et cette vidéo accablante. Veronica a elle-même témoigné, ce que j'ai considéré comme une erreur de la part de son avocat. Elle a pleuré joliment à la barre, parlant de sa douleur, de ses luttes, de son désespoir d'avoir un enfant. Elle a affirmé que l'agression était involontaire, qu'elle avait seulement eu l'intention de faire un geste emphatique avec le présentoir à gâteau et m'avait accidentellement heurté. Le contre-interrogatoire a complètement détruit sa crédibilité. Madame Craig, vous avez témoigné que frapper Madame Morrison était accidentel. Regardons à nouveau la vidéo. Le procureur l'a passée au ralenti.
Pouvez-vous nous montrer où se produit l'accident? Est-ce lorsque vous saisissez délibérément le présentoir en marbre? Lorsque vous vous tournez vers la victime? Lorsque vous levez le bras? Lorsque vous frappez avec assez de force pour lui fracturer le crâne? Quelle partie était l'accident? Je ne voulais pas que ce soit si fort, a murmuré Véronica. Mais vous vouliez la frapper. Silence. Madame Craig, vous devez répondre verbalement. Je voulais juste qu'elle ressente je ne sais pas. Je ne réfléchissais pas. Vous ne réfléchissiez pas aux conséquences pour une femme enceinte et son bébé lorsque vous l'avez frappé à la tête avec un objet lourd? Non. Ce « non » a scellé son sort. Le jury a délibéré moins de 5 heures avant de revenir avec son verdict. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Agression au 2e degré, mise en danger d'autrui et mise en danger du fœtus. Le juge a fixé la sentence 3 semaines plus tard. Véronica a été placée en détention préventive immédiatement, sa caution révoquée compte tenu du verdict de culpabilité. En la regardant être emmenée menottée, j'ai senti un poids se lever que je n'avais pas réalisé que je portais. À l'audience de détermination de la peine, j'ai fait une déclaration sur les conséquences du crime. J'ai parlé des luttes de Grace, des nuits blanches à surveiller les moniteurs pour m'assurer qu'elle continuait de respirer, des séances de thérapie et des rendez-vous chez le médecin qui définirait son enfance. J'ai parlé du traumatisme de me réveiller dans ce lit d'hôpital sans savoir si mon bébé avait survécu. Le juge a condamné Véronica à 7 ans de prison avec une possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé 3 ans et demi. C'était plus que ce que son avocat espérait, moins que ce que j'avais voulu, mais suffisamment substantiel pour que je sente qu'une certaine justice avait été rendue. Le procès civil en avril était presque une formalité après la condamnation pénale. Avec le verdict de culpabilité de Véronica enregistré et les preuves vidéo irréfutables, l'affaire civile est devenue moins une question de sa responsabilité que de dommages-intérêts. Thomas a présenté notre cas méthodiquement, facture médicale, coût de soins projetés à vie, perte de salaire de ma carrière d'infirmière, douleur et souffrance. Le jury a délibéré moins de 4 heures avant de rendre son verdict. Ils nous ont accordé 4,5 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires pour les frais médicaux, la perte de salaire, et la douleur et la souffrance. Étage 2 millions de dollars supplémentaires en dommages-intérêts punitifs contre Véronica spécifiquement. Ils ont attribué des pourcentages de responsabilité, 70% à Véronica, 20% à Pamela et Walter pour négligence en n'intervenant pas et en retardant les secours, 10% aux parents de Craig pour la responsabilité des lieux. La famille Morrison avait l'air d'avoir été frappée par la foudre. Pamela pleurait ouvertement. Le visage de Walter était devenu violet de rage. Véronica, apparaissant par liaison vidéo depuis la prison, est restée figée, le regard vide. Rurik m'a serré la main si fort que ça m'a fait mal. Tu l'as fait, a-t-il murmuré. Tu l'as vraiment fait. Mais je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais fatiguée, triste et en colère que tout cela ait été nécessaire. Que Grace grandirait en sachant que sa tante avait failli la tuer avant même sa naissance. Qu'elle ferait face à des défis et des luttes parce que quelqu'un n'avait pas pu contrôler sa jalousie. Debout dans cette salle d'audience, en regardant le verdict être lu, j'ai finalement senti quelque chose changer. Pas exactement un sentiment de clôture, mais l'impression que la justice avait été approchée, sinon parfaitement rendue. Elle avait fait du mal à ma fille et à moi, et elle faisait face à de réelles conséquences. Ses parents allaient faire face à des conséquences financières qui auraient un impact réel sur leur vie confortable. Il a fallu près d'1 an pour percevoir la totalité de l'argent du règlement. Les Morrison se sont battus à chaque étape, ont essayé de cacher des actifs, de plaider des difficultés financières malgré leur richesse évidente. Thomas a été implacable, poursuivant toutes les voies jusqu'à ce que le montant total soit payé. Nous en avons placé la majeure partie dans un fonds en fiducie pour les futurs besoins médicaux et la thérapie de Grace. Nous en avons utilisé une partie pour rembourser nos propres dettes et acheter une maison avec de l'espace pour tout son équipement et de la place pour qu'elle grandisse. Rurik n'a plus jamais parlé à ses parents. Ils envoyaient parfois des lettres pour tenter de reconstruire la relation, mais ils les retournaient sans les ouvrir. Ils ont choisi Véronica plutôt que leur petite fille, a-t-il dit un jour. Ce n'est pas un choix dont on peut revenir.
Grace a 3 ans et demi maintenant. Elle est atteinte de paralysie cérébrale affectant son côté gauche. Elle porte des lunettes pour des problèmes de vision causés par la naissance prématurée et reçoit de l'ergothérapie, de la physiothérapie et de l'orthophonie 3 fois par semaine. Elle est aussi drôle, déterminée et adore les dinosaures avec une passion qui la fait rire à chaque fois que nous visitons le muséum d'histoire naturelle. Elle n'aura jamais une vie normale, quoi que cela signifie. Elle fera face à des défis et des obstacles que les autres enfants n'ont pas, mais elle est vivante et s'épanouit à sa manière, ce qui est plus que ce qui semblait possible pendant ces sombres jours en soins intensifs. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir porté plainte, si je regrette d'avoir mené les poursuites aussi loin. Ils suggèrent qu'une réconciliation avec la famille de Dererick aurait peut-être été préférable pour tout le monde, que Grace mérite de connaître ses grands-parents et sa tante malgré ce qui s'est passé. Ces gens ne comprennent pas ce que signifie regarder votre fille nouveau-née se battre pour chaque respiration parce que la douleur de quelqu'un d'autre importait plus que la vie de votre enfant. Ils ne comprennent pas que certaines actions sont si inacceptables que le pardon n'est pas une faiblesse, c'est de la complicité. Veronica sera éligible à la libération conditionnelle dans environ 6 mois si elle a été une prisonnière modèle. On m'a dit qu'elle l'a été, qu'elle a suivi des cours de gestion de la colère, travaillé à la bibliothèque de la prison, participé à des programmes de thérapie. Peut-être qu'elle a vraiment changé. Peut-être qu'elle comprend l'ampleur de ce qu'elle a fait. Mais elle ne rencontrera jamais Grace. Dererick et moi avons déjà pris cette décision. Quel que soit son remords, quelle que soit sa croissance personnelle, cela ne lui donne pas le droit d'approcher l'enfant qu'elle a failli tuer. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. J'ai encore des cauchemars parfois. Des rêves où je tombe, où Grace arrête de respirer. Où je me réveille dans ce lit d'hôpital en entendant des nouvelles terribles. La thérapie aide. Le temps aide. Regarder Grace grandir et se développer malgré ses défis aide plus que tout. La cicatrice de marbre sur ma tempe attire parfois mon regard quand je me brosse les dents ou que je me maquille. Elle s'est estompée pour devenir une fine ligne argentée maintenant, à peine visible à moins de savoir où regarder. Mais je sais qu'elle est là, un rappel permanent de ce qui s'est passé, de la rapidité avec laquelle la violence peut éclater, du peu de valeur que certaines personnes accordent à l'humanité des autres. Dererick et moi allons bien, tout bien considéré. Le traumatisme nous a rapprochés plutôt que de nous déchirer, bien que je sache que ce n'est pas toujours le cas dans de telles situations. Il est un père dévoué pour Grace, patient avec ses thérapies, célébrant chaque étape qu'elle franchit, même si c'est plus tard que le développement typique ne le suggère. Nous parlons d'avoir un autre enfant. La grossesse serait à haut risque compte tenu de mes antécédents, mais mes médecins pensent que c'est possible avec une surveillance appropriée. Une partie de moi est terrifiée à l'idée d'essayer à nouveau, d'être vulnérable de cette manière après ce qui s'est passé. Mais une autre partie veut prouver que Veronica ne nous a pas brisés, qu'elle ne nous a pas volé la famille que nous voulions construire. En repensant à tout ce qui s'est passé depuis cette soirée d'octobre, j'ai appris des choses sur moi-même que je n'aurais jamais voulu savoir. J'ai appris que je suis capable d'une détermination impitoyable quand il s'agit de protéger mon enfant. J'ai appris que la justice, même lorsqu'elle est obtenue, n'efface pas le traumatisme. J'ai appris que certains liens familiaux ne valent pas la peine d'être préservés s'ils se font au détriment de votre dignité et de votre sécurité. Mais j'ai aussi appris que l'amour est plus fort que la haine. Que la résilience peut se construire même à partir d'une tragédie. Et que le sourire de ma fille lorsqu'elle me montre son dinosaure préféré vaut chaque moment difficile qui nous a menés jusqu'ici. Veronica voulait me faire du mal cette nuit-là parce qu'elle voyait ma grossesse comme quelque chose qui lui avait été volé. Comme si ma joie diminuait sa douleur. Elle ne pouvait pas voir que le bonheur n'est pas une ressource limitée, que la chance de quelqu'un d'autre ne cause pas votre malheur. Son amertume l'a consumée au point qu'elle a préféré détruire plutôt que d'accepter que la vie n'est pas toujours juste. Elle a eu 3 ans maintenant pour méditer sur les conséquences de ce moment. 3 ans pour réaliser que son incapacité à avoir des enfants ne justifie pas de presque tuer l'enfant de quelqu'un d'autre. 3 ans pour comprendre que la douleur, aussi authentique soit-elle, n'excuse jamais la violence. Je ne sais pas si elle a appris ses leçons. Et je ne m'en soucie plus vraiment. Je me concentre sur Grace, sur Dererick,
sur la construction d'une vie qui honore la force avec laquelle nous nous sommes tous battus pour être ici ensemble. Les Morrison ne sont plus que des notes de bas de page dans notre histoire, pas des personnages centraux. Ils ont perdu le droit de faire partie de nos vies quand ils sont restés là à me regarder saigner au lieu d'appeler à l'aide. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'étais resté debout cette nuit-là. Si j'avais surmonté l'épuisement et la douleur pour sauver les apparences, Grace serait-elle née en bonne santé et à terme? Serions-nous toujours une famille essayant de maintenir une paix inconfortable avec les parents de Dererick? Mais ces pensées ne mènent à rien de productif. J'ai fait le bon choix en m'asseyant quand mon corps exigeait du repos. Véronica a fait le mauvais choix en m'attaquant pour cela. Ce sont les faits, et aucun recul ne peut les changer. Grace vient de commencer l'école maternelle dans un programme spécialisé qui est absolument merveilleux. Elle se fait des amis, apprend à mieux communiquer, devient plus forte chaque jour. Les enseignants nous envoient des photos d'elle en train de peindre, de jouer, de rire avec d'autres enfants. Ces photos sont sur notre réfrigérateur. Une galerie de preuves qu'elle ne fait pas que survivre, mais qu'elle vit pleinement malgré tout. C'est la vraie vengeance, je suppose. Pas l'argent, ni la peine de prison, ni la rupture permanente avec la famille de Dererick. La vengeance, c'est l'existence même de Grace, sa joie, sa croissance, son avenir. Véronica a essayé de lui enlever cela et a échoué. Nous sommes toujours là, construisant toujours notre famille, trouvant toujours le bonheur malgré les cicatrices que nous portons. La cicatrice de marbre sur ma tempe capte la lumière de l'après-midi alors que je regarde Grace poursuivre des bulles de savon dans notre jardin. Dererick les souffle pendant qu'elle pousse des cris de rire, ses lunettes légèrement de travers, son appareil orthopédique à la jambe gauche ne la ralentissant pas le moins du monde. C'est ça qui compte. Ce moment, cette famille, cette vie que nous nous sommes battus si durement pour protéger. Tout le reste n'est que du bruit.